Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Au sein de la photographie contemporaine, l'artiste Laurence Leblanc a tracé un chemin tout à fait singulier, éloigné des choses attendues ou des cases habituelles, et à l'écart des contingences du marché de l'art. Son œuvre plastique, un dialogue constant entre photographie, vidéo et son, fait confiance à son instinct. Surtout, elle est fidèle à la manière dont son histoire s'est construite, sur le socle d'une liberté guidée, acquise dans ses jeunes années au sein d'un atelier de l'école Martenot. Avec Yannick Le Guillanton, nous faisons un tour d'horizon des différents moments de son parcours professionnel, commencé aux côtés de Peter Gabriel, qu'elle a suivi lors de sa tournée mondiale Secret World au début des années 1990. Photographe de l'émotion, elle n'a eu de cesse de chercher à nous montrer ce qu'il se cache sous la surface apparente des choses et des êtres. Avec Laurence Leblanc, la photographie est cet art de rendre visible l'invisible, d'immortaliser un monde avant qu'il ne disparaisse, ou de rendre hommage à ceux qui ont survécu ou qui vivent au-delà de la mort, qu'il s'agisse des âmes errantes des victimes du génocide perpétré par les Khmers rouges, qu'elle a cherché à faire surgir en faisant le portrait des figurines en argile de l'image manquante du cinéaste Ritipan, ou qu'il s'agisse des enfants qu'elle a saisis dans les rues cambodgiennes en produisant des images où le flou magnifie à merveille le mouvement pour la vie, coûte que coûte. Bonjour Laurence Leblanc, je suis très heureux que vous ayez répondu à cette invitation de L'Œil Écoute pour nous faire partager ce qui se cache derrière la surface de vos images. Alors je crois que vous n'avez pas vraiment de modèle en photographie, de mentor. Vous êtes autodidacte, c'est plutôt le dessin, la peinture, la gravure qui vous inspirent. Quelles sont les œuvres dont vous vous souvenez qui vous ont imprégné ? Je ne vais pas commencer par les œuvres qui m'ont inspirée, parce que je pense que ce qui a été très important dans mon parcours, c'est que très jeune, j'ai eu un lien avec l'art qui était dû au fait que ma mère nous a emmenés avec mon frère dans une école qui s'appelait l'école Martenot, qui n'était pas vraiment une école, on allait chez une personne qui avait une pièce réservée à un atelier. Et Maurice Martenot, c'était un musicologue, musicien, pédagogue, qui avait créé les ondes Martenot, qui est un des premiers instruments de musique électronique, et qui va parallèlement à ça créer une méthode pédagogique pour apprendre la musique sans s'ennuyer. Et sa sœur va créer, peu de temps après, une méthode aussi, un enseignement par le dessin, la peinture et la sculpture. Et cet enseignement était basé sur l'idée de liberté guidée. C'est-à-dire que l'idée était d'éveiller la sensibilité, une improvisation maîtrisée et une créativité stimulée. Et donc, pour ça, le premier vecteur, c'était le geste. Donc le geste devait être de qualité. Donc j'ai le souvenir d'avoir utilisé du fusain et d'avoir fait des grands mouvements de bras en dessinant sur le mur. C'est-à-dire que le papier n'était pas sur la table, mais il était vraiment accroché au mur. Donc ça permettait d'avoir une amplitude du geste. Et l'enseignement était donc plus sensoriel que théorique. Je pense que ça m'allait bien et que donc l'expression était mise sur... en fait, l'accent était mis sur l'expression de la vie, sur la lumière, le mouvement et le plaisir. Et je trouve, a posteriori, je trouve ça assez étonnant de découvrir ça, puisque par rapport à mes images, il y a toujours du mouvement, il y a toujours l'expression de la vie, enfin voilà. Et donc, aussi, il y avait une sorte d'expérimentation sur le fait de savoir choisir les matières. On a fait de la peinture à l'huile, on choisir les supports, on a fait un truc qui s'appelait la carte à gratter, choisir les grains du papier. Alors c'est une question justement que je voulais vous poser par rapport, puisque vous évoquiez la liberté du mouvement, mais est-ce que la couleur était présente aussi Oui, il y avait de la couleur. Bien sûr, on a commencé par du blanc et un ocre jaune
pour simplement dessiner une montagne et simplement pouvoir poser l'ocre jaune en haut, je dirais, dans la partie supérieure. Et plus on va vers la montagne, plus on est dans du blanc et voir juste à partir d'un point de lumière, donc à gauche ou à droite, comment... c'était tout simple. Donc il y avait une grande liberté, mais en même temps des figures imposées. Oui, chaque année, il y avait un thème. Et c'était pas d'un très grand niveau, hein, mais en fait, le propos ne se situait pas là. Le propos était réellement d'apprendre à simplifier, à discerner et d'aller à l'essentiel. Et après ça, autour des 12 ans, j'ai fait quelques années aux arts décoratifs du Louvre. Et là, j'ai fait de la gravure. Et est-ce que vous alliez voir des expositions ou est-ce que vous aviez des œuvres que vous avez en mémoire justement face à cette pratique ou vous étiez véritablement dans la pratique Alors, au sein de l'atelier, on n'allait pas voir d'exposition. Mais pour moi, l'exposition qui a eu le plus de retentissement, j'aimerais raconter cette anecdote, c'est que c'était une exposition qui était dans le quartier de Beaubourg, hein, donc, qui était en construction, qui venait d'être construit. Et c'était une exposition, on rentrait dans un hôtel particulier, on montait les marches et on arrivait dans un appartement où on nous faisait monter dans un petit train qui se mettait à rouler. On passait des sas et ça devait durer 5-10 minutes, il y avait des bruits de chauves-souris. Et après ça, on descendait du train et on arrivait dans un entrepôt où il y avait toute une série de peintures de Turner, essentiellement des tout petits formats. Et c'était un entrepôt assez brut, hein. Et ça m'a marqué profondément parce que je me souviens avoir été assez intriguée de pouvoir rester plusieurs minutes à découvrir encore et encore sur des tout petits tableaux et dans le noir en plus, donc il y avait quelque chose d'assez qui nous rapproche mystérieux. de la photographie et aussi de la chambre noire, bien évidemment. Alors, je voudrais en revenir à la photographie, sans pour autant que vous nous dressiez une liste exhaustive. Quels sont néanmoins les photographes dont vous vous sentez proche, pour lesquels vous avez de l'admiration ou des affinités? Alors, je commencerai par Ralph Eugène Mittyard, que j'ai découvert à Arles dans les années 2000. Je suis incapable de donner la date exacte, mais c'était au Théâtre Antique. C'était une des soirées du Théâtre Antique. Et donc, ça devait être une projection de 30 à 40 minutes. Et donc, voilà, j'ai découvert d'un coup tout son travail. Je ne sais pas si j'avais déjà commencé le travail sur les enfants, mais en tout cas, ce qui m'a touchée, c'était un point de vue très fort. De quelle photo s'agissait-il exactement? La série de ses enfants, les masques, voilà, c'est ça qui me revient, en tout cas qui m'avait marqué à l'époque. Il y avait du mystère, il y avait des choses qui n'étaient pas dites, voilà. Et puis après, je pourrais parler de Tina Modotti, que j'ai aussi découverte à Arles et qui était photographe, actrice, militante, qui a vécu avec Edward Weston, c'était dans les années 20. Donc voilà, qui est allée au Mexique, qui a arrêté la photographie pour s'engager pour la Révolution. Un personnage et des photographies d'une qualité irréprochable. Alors c'est sûr que la qualité le résultat de la photographie est essentiel quand on fait ses propres tirages. On a forcément une acuité, une exigence. En tout cas, on est touché par une photographie qui est, je dirais pas parfaite parce que ça n'a pas d'intérêt, mais qui tout à coup, où on voit une acutance, où on voit la qualité des gris, des noirs. Donc Tina Modotti, et puis dans peut-être la même lignée, je pourrais parler de Claude Cahun, oui. qui est aussi écrivaine, liée au mouvement surréaliste, engagée dans la résistance, et puis qui déploie un champ infini de la littérature, de la poésie, et des autoportraits incroyables, et des rencontres. Et Claude Cahun est inévitablement quelqu'un qui en tout cas m'importe. Après
Après, j'ai Giacomelli, parce que Les voilà, blancs et les quelqu'un qui... noirs, ouais. Comment? Les blancs et les noirs. Oui, et puis quelqu'un qui est poète, l'histoire dit qu'il photographie uniquement en Italie autour de chez lui, etc. Je pense qu'il était bien plus... comment dire, qu'il a su aussi rencontrer, qu'il était très ouvert sur le monde, évidemment, mais quelque chose en tout cas, dans sa radicalité et dans son amour du noir et blanc et dans son regard qui est extrêmement émouvant. Puis aussi, c'est quelqu'un qui est capable qui photographie aussi bien des paysages où on ne sait plus qui est quoi, les lignes, on sait plus, ça nous amène ailleurs, et puis parallèlement, qui est très proche des humains, et tout le travail sur les vieux, voilà, c'est extrêmement fort, et puis voilà, toujours de la magie. Après, il y a le livre de Kertész, les Polaroïdes à ma fenêtre. Ça, c'est un livre que j'ai, qui était important. On sait qu'il a fait ses Polaroïdes en souvenir de sa femme, toutes ces petites sculptures en verre. Il photographiait tous les jours, c'est magnifique. J'ai envie de parler aussi j'ai eu la chance de participer au tirage de Sédou Keïta. Ah oui. Je les voyais, donc j'ai eu la chance de travailler avec le tireur. En tout cas, j'ai fait la repique sur les tirages. Donc j'ai vu les images apparaître dans le révélateur en 50-60. Donc ça, c'est assez... Là, vous parliez de magie tout à l'heure, mais là, justement, l'image qui se révèle, c'est génial. véritablement, Surtout à cette taille-là. Enfin, je veux dire que la taille, là, par contre, elle a vraiment une importance dans le sens où en 50-60, c'est l'image, elle se révèle, elle est vraiment là. Je veux dire, c'est pas de taille réelle, mais il y a quelque chose qui est très, très fort. Et puis j'ai envie aussi de parler de William Kentridge, parce que là, tout à coup, il y a la musique, il y a toujours de la poésie, il y a toujours les mots, il y a la littérature, et puis beaucoup d'expérimentation, beaucoup de personnalité, et puis Dieter Appelt, et puis... J'imagine que la liste est encore longue, mais c'est véritablement pour voir un peu ce qui est à l'origine de votre travail, mais quels sont les modèles, les images que vous pouviez avoir aussi dans l'œil en pratiquant déjà la photographie ou avant de pratiquer la photographie. Alors, je dirais que comme vous avez dû voir, ce ne sont pas des gens qui étaient avant ou qui étaient des référents dans le sens où j'irai voir ce qu'ils ont fait pour m'inspirer. C'est plutôt au cours de ma pratique, au cours de cette histoire de la photographie avec comment dire, la photographie, on la vit en allant à Arles, on la vit en regardant des livres, en discutant avec d'autres. Et tout à coup, il y a des émotions qui surgissent, en fait. Je parlerai plus au cours de ce chemin-là, d'émotions qui surgissent. C'est la raison pour laquelle aussi je vous parlais d'affinité, puisque justement, en travaillant sur un sujet, vous avez peut-être trouvé des choses qui vous rapprochaient d'un photographe d'une génération qui d'ailleurs n'est pas la vôtre. Oui, et je dirais même que, par exemple, si je devais choisir une photo, on m'a parfois demandé si je devais choisir une photo, et j'ai une photo qui vient, qui est le baiser de Joël Peter Witkin, parce que cette photo-là, je la connaissais, et un jour, j'étais à la Maison européenne de la photographie, et j'ai revu le tirage, et là, j'ai une émotion qui est assez rare dans les expositions, c'est-à-dire qu'on est souvent l'émotion, en tout cas pour moi, elle arrive en écoutant de la musique, mais face à une œuvre d'art, c'est plus compliqué. Justement, c'est intéressant ce que vous dites, puisque là, vous êtes dans la confrontation directe avec l'image et pas dans la virtualité d'une reproduction que vous pouvez voir sur le net ou dans un livre. Et la sensation que j'ai eue en voyant le baiser de Joël Peter Witkin, c'est la confirmation que cette image exprimait le tout. Enfin, vraiment, il n'y avait rien à rajouter. C'est-à-dire que certains pourront la trouver terrible, mais moi, j'aime plutôt je pourrais même la relier au baiser de Brancusi pour la rendre un peu plus douce, si l'on veut. Mais il y a quelque chose qui est assez ultime. Alors, on va rester dans le domaine de la sensation, du ressenti, puisque je sais, vous me l'avez dit, vous avez un attachement particulier pour la ferme du Garret, un travail réalisé donc par Raymond Depardon sur la ferme de son enfance. Qu'est-ce qui vous touche justement dans cette image ? Alors, la ferme du Garret, le livre est sorti en 97.
Je dirais c'était au moment où je commence la photographie. Et elle a été comme un révélateur parce que j'ai un lien très fort avec un monde d'avant ma naissance. Et enfant, j'ai connu une agriculture que je n'aurais pas dû connaître, c'est-à-dire une ferme avec des chevaux de labour. Et à l'époque, je ne savais même pas que c'était le temps des moissonneuses-batteuses. Enfin, je le savais, mais en même temps, dans cette ferme-là, il n'y en avait pas. Et ce livre, il a été une révélation parce que c'était comme si ces photos d'une ferme d'avant la guerre m'expliquaient mon lien avec une autre époque et mon obsession pour un monde perdu, mon décalage avec les autres enfants de mon âge dès l'école. Et c'était un sentiment curieux parce que j'avais une sympathie évidente pour une génération d'hommes et de femmes d'avant moi, qui étaient des passeurs, des esprits libres. Et je pense à ce que dit Patrick Modiano, j'ai lu un jour, qui disait qu'il avait décidé d'écrire parce qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et moi, j'ai décidé de photographier parce qu'il y avait quelque chose qui clochait. En tout cas, je n'étais pas en adéquation avec le monde dans lequel je vivais. Et dans le livre, il y a 3 photos. Une des premières photos, c'est un chemin bordé à gauche et à droite de champs. Et de là, pour moi, émane vraiment les libertés, tout ce qui est informel. C'est le début de l'aventure, c'est-à-dire que tout est possible. Et puis, il y a une photo aussi avec un grenier, avec justement tout ce temps perdu, révolu, une sorte de nostalgie. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des choses qui aussi, voilà, qu'on ne devrait pas connaître, parce qu'elles sont laissées là, mais elles auraient dû disparaître. Et puis il y a cette photo qui m'a fait sourire de 2 chevaux de labour près d'une mare, et il y a une légende qui dit Fanfan et Bijoux. Et il s'avère que dans la ferme où j'allais, les chevaux s'appelaient Paulus et Fauvette. Alors Laurence, on va passer à autre chose. Vous avez commencé à pratiquer la photographie dans un univers très musical pour en revenir aux racines de la pratique chez vous, puisque c'est sur des concerts de Jacques Higelin, puis de Peter Gabriel, que vous avez accompagné dans son Secret World Tour en 1994, que vous avez fait vos armes. Comment se sont passées ces rencontres et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire de la photographie votre métier ? Alors c'est une question un petit peu délicate parce que j'ai eu envie d'aller rencontrer ces 2 personnes. En effet, parce que comme je l'ai dit un petit peu avant, il y avait quelque chose, un décalage, un besoin d'aller vers des personnes qui... Alors je ne sais pas si c'était conscient à l'époque, en tout cas dans le côté innovation, mais qui en tout cas arrivaient à créer des passerelles, à avoir un engagement fort artistiquement, mais aussi personnellement, mais en même temps c'était un engagement discret. Ce sont des personnes qui quand ils faisaient pour l'un des concerts, c'était des moments de fête, de rêve, un peu des moments de répit, où je pense que on se sentait plus humain quand on sortait de la salle. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose comme ça qui emmenait les gens. Parce que d'un côté, Higelin avait un côté très généreux, et il a quand même rempli Bercy pendant 1 mois, c'était complet. Ouais. Ce qui n'est jamais fait, hein. C'est quelque chose quand même que peu de gens ont fait. Je crois qu'il est le seul. Et il invitait Morikante, Youssou N'Dour. Donc c'était beaucoup d'ouverture sur l'extérieur, sur d'autres sons, sur la musique. Voilà. Et pour Peter Gabriel, lui, il a toujours été novateur. Il y a toujours eu beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup de comment dire, il a travaillé avec Robert Lepage, qui est un homme de théâtre et qui l'a aidé à mettre en scène justement ce qu'il avait envie de donner en plus. C'est un peu comme des cirques ambulants. C'est-à-dire que quand j'étais sur la tournée, je me rendais compte comment tout ce que ça demandait en amont, en amont, pendant et après. Il y avait quand même 2 scènes, des scènes qui étaient... Enfin, il y avait toutes des scènes par en dessous. Enfin, c'était incroyable. Et je me disais que faut vraiment aimer les gens pour mettre ça en place, parce que ça coûte beaucoup d'argent et que c'était vraiment... voilà, il y a un concert le soir, le lendemain, on est dans un autre endroit. Et je trouvais ça très généreux, un peu comme les cirques qui mettent leur tente et puis qui repartent. Oui, ce côté saltimbanque. Et je trouvais les 2 ont un côté saltimbanque comme ça. Et ça, finalement, tenter de visualiser du sentiment,
Voilà, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire dans ma photographie, c'est-à-dire j'essaye de recueillir et puis de figurer et susciter une émotion en supprimant les distances. Voilà. Donc c'est ça véritablement qui a été le déclencheur, enfin c'est à cette période-là que vous avez eu envie de pratiquer la photographie, où vous vous êtes dit, bon, c'est ce que je veux faire, j'en ferai mon métier. Cette période-là, elle m'a permis de rencontrer ces personnes il y avait comme ça une sorte de résonance. Ça, c'est un premier point. Mais ça m'a permis de beaucoup, beaucoup travailler toute seule dans un tout petit labo chez moi, dans une petite pièce. Donc à l'époque, j'ai fait des tirages avec du papier Guilleminot. J'ai commencé à faire tous mes choix personnels sur le développement du film, sur les papiers, j'ai appris le tirage aussi. J'avais quelques notions, mais j'ai beaucoup tiré dans le labo toute seule. Et ça, oui, je pense que ça aussi, ça a été... j'ai fait mes armes, ouais. Alors c'est justement à la fin des années 90 que vous êtes remarqué avec des photographies d'enfants qui ont été réalisées au Maroc, qui sont exposées à la galerie Claude Samuel. Puis vous partez au Cambodge, où cette fois, à travers les enfants, vous vous intéressez aux répercussions du génocide Khmer Rouge sur une génération qui n'a pas connu l'horreur de cette période, mais qui a une forme de conscience, de mémoire de ce qui s'est passé et qui cohabite avec des fantômes. Vous prolongez d'ailleurs ce travail toujours au Cambodge avec des nonnes qui vivent dans un monastère, dans un dénuement quasiment total. Qu'est-ce qui provoque cette bascule entre l'hyperactivité que l'on imagine dans le monde de la musique et l'envie de vous plonger dans un univers introspectif, plus personnel, plus douloureux? Est-ce que d'ailleurs c'est pas votre approche aussi avec le labo où on est seul face à ces images qui a pu vous donner l'envie de changer de voix? Pour moi, il n'y a pas de bascule entre les deux mondes. Celui de la musique, avec ces deux artistes précis, et donc celui du Cambodge, là je répète votre question, mais mon univers photo, il est obsédé en partie par l'enfance. Donc c'est une enfance, je dirais, vagabonde, aventureuse, inattendue. Donc ça rejoint l'idée du paradis perdu, un petit peu. Et ça, finalement, c'est l'univers de ces concerts, comme je disais tout à l'heure, le vagabondage, l'aventure, l'inattendu. Et puis selon moi, le lien, il se trouve ici. C'est comme si, pour moi, c'est une mémoire d'une enfance irréelle. Et le souvenir d'avoir été livrée à moi-même et peut-être en quelque sorte enfermée. Donc c'est-à-dire que le désir de photographier, c'est le désir de chercher la beauté. C'est un peu un rêve éveillé, d'exister dans ce monde. C'est à nouveau un monde d'antan, finalement. C'est un monde révolu à jamais. Pas forcément, parce que la nostalgie, je suis pas sûre d'être nostalgique, c'est pas ça. C'est plus une conscience d'un monde qui est comme il est, avec sa beauté et l'opposé de la beauté. et comment arriver à soi-même exister en étant libre et candide. Il y avait ce mot, quelqu'un avait dit sur mon travail qu'il y avait du fantastique familier. C'est-à-dire comment arriver à trouver... c'est ça par contre la photographie, c'est bien le dire, hein, de trouver du fantastique dans du familier, c'est-à-dire et selon moi, il n'y a pas de bascule, puisqu'en plus ces deux artistes sont je crois, aimaient la solitude et n'étaient pas forcément des leaders, n'étaient pas forcément... des personnes qui étaient en groupe dans l'enfance. Alors pour en revenir au Cambodge, c'est suite à vos voyages au Cambodge que vous rencontrez le réalisateur Ritipan, dont l'un des films au titre évocateur, L'image manquante, vous donne le besoin quasi irrépressible, dites-vous, de photographier les petites figurines qui témoignent à travers l'histoire familiale du réalisateur de la gestion despotique et génocidaire du régime Khmer Rouge. Alors je viens de le dire, ces figurines sont réalisées en argile par un sculpteur qui s'appelle Sarit Mang. J'imagine que le choix de l'argile pour Ritipan est hautement symbolique, puisque c'est à la fois la main de Dieu qui insuffle le souffle de vie, c'est l'érudition avec l'apparition de l'écriture en Mésopotamie, et c'est aussi une matière bien évidemment d'une extrême fragilité. Alors Laurence, au-delà de l'urgence qui s'est imposée à vous, est-ce que c'est facile, naturel de pénétrer dans l'univers d'un artiste, dans une œuvre déjà existante,
Comment avez-vous envisagé cette série ? Alors, j'ai rencontré Ritipan en 2000 lorsque je faisais les photos des enfants au Cambodge. En 2003, il a écrit dans le livre sur les enfants et il parle des enfants qui sont comme des âmes errantes, qui errent parce qu'elles n'ont pas été bien enterrées à cette tradition bouddhique et voilà, qui fait que le passage de la vie à la mort est essentiel, important. Et donc, lorsque j'ai vu l'image manquante, j'ai eu cette envie d'aller à la rencontre des figurines. C'est-à-dire que, donc il faut juste dire que les petites sculptures, la taille de leur visage, c'est minuscule. Voilà, c'est la taille de l'ongle de mon pouce. Donc c'est tout petit. Et pour moi, les enfants flous erraient. Les nonnes, en fait, elles disparaissaient. Et les figurines, elles revenaient. Donc, ma propre cohérence, c'était une évidence que... C'était un cycle, une sorte de... Oui, pour moi, il y avait d'aller... Enfin, ça n'intervenait pas, ce n'était pas... comment dire, c'était très cohérent. Et que c'était aussi aller un peu plus, de manière un peu plus précise vers le visage de l'autre, d'autrui. Et j'aime à citer Lévinas qui parle de sentiment devant un visage. Et il dit que c'est pas la sensation, il faut du sentiment pour finalement comprendre ou entendre l'autre. Et donc moi j'étais face à elle, je pense, avec mes sentiments, et que le même visage, c'était drôle parce que suivant la lumière et suivant l'angle, le même visage exprimait aussi bien la joie que la tristesse. Et donc en plus, ça met en avant l'outil, le médium photographique, qui est incroyable, parce que les petites figurines, elles sont extrêmement brutes. Et grâce à la photographie, tout d'un coup, et grâce à la lumière, des choses se créent qui n'existent pas. Oui, elles prennent vie, voilà, en quelque sorte. Et elles vont redevenir de la poussière puisque ces figurines n'ont pas été cuites. Donc il y a une sorte de cycle. Alors j'ai relevé d'ailleurs en fait une phrase de Ritipan dans ce film qui dit que parfois un avion traverse le ciel. Est-ce qu'il nous observe ? Est-ce qu'il va nous parachuter un appareil photo pour que le monde sache enfin ? Donc on est loin de votre démarche photographique, bien évidemment. Et vous, véritablement, vous humanisez aussi ces petites figurines en les photographiant avec la lumière et, comme vous le dites, avec des expressions totalement différentes, ce qui est bien retranscrit également dans le film de Ritipan. En 2007, vous présentez à la Galerie Vue une exposition qui s'intitule « To Live Till Death is Not Easy », dans laquelle vous reprenez des images réalisées un peu partout en Afrique, à Madagascar, en Somalie, à Kinshasa, en Sierra Leone, au Niger, mais aussi à Cuba et au Brésil. C'est une rétrospective qui met en avant l'Afrique. Pourtant, vous n'imposez pas de point de vue, vous n'êtes pas dans la position objective du photojournaliste qui présente ou dénonce une situation, vous témoignez d'une façon singulière. Il y a en effet peu d'indices qui nous renvoient à une temporalité ou à un lieu, mais à un vrai focus qui se fait toujours sur l'humain. Est-ce que finalement cette écriture photographique, cette apparente simplicité, ne permet pas d'abattre les frontières géographiques, politiques, culturelles, sociales, en laissant aux spectateurs la liberté de se réapproprier vos photographies ? Pour ce travail, je pense que mon idée était de donner la parole à ceux que l'on n'entend pas. Et qu'à ce moment précis, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que ni géographique, ni politique, ni sociale, ni culturelle. Et que si on traduit la phrase « vivre jusqu'à la mort n'est pas facile », c'est pour moi une sorte de statement, ce qui fait que... Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque c'est cette phrase peinte sur un mur, c'est une image que vous avez photographiée. Vous avez une petite anecdote à ce sujet, je crois. Oui, c'était en Sierra Leone, et quand j'ai vu, donc c'était écrit sur une tente, et quand je me suis approchée et que j'ai regardé, j'ai lu la phrase, hein, il y avait un monsieur qui était à côté, et j'ai exprimé une sorte
d'acquiescement ou un sourire, je ne me souviens plus exactement. Et lui m'a regardé, il m'a dit, bah oui, hein, pour toi aussi, hein, vivre jusqu'à la vie, enfin vivre jusqu'à la vie, vivre jusqu'à la mort n'est pas facile. Et c'était magnifique parce que voilà, c'était magnifique. Ça vous réunissait un peu dans votre... Il n'y a rien à rajouter, c'est humanité, tout. Il n'y a rien à rajouter, ouais. C'était l'intelligence humaine face à un autre être humain et qui justement ne met pas dans les boîtes. C'est-à-dire que dès l'enfance, on grandit dans une société qui catégorise pour construire des ordres et des hiérarchies. Et la conséquence de ça, c'est que les forts croient qu'ils sont vraiment forts et inversement. Et le livre qui va avec cette exposition s'appelle Seul l'air. Et donc le titre fait référence à un poème de Pablo Neruda qui s'appelle Ode à l'air. Et dans son poème, il dit « Non, air, ne te vends pas, que nul ne te canalise, ne te mette dans des bouteilles. » Il dit « J'ai vu des hommes qui sont venus, etc. etc. » Et c'est cette idée que... c'était l'idée que seul l'air, en fait, n'a pas de frontières, ne peut pas être entravé. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, encore plus aujourd'hui, que voilà, l'air peut être, avoir des conséquences très très négatives. Mais en tous les cas, pour répondre à votre question, oui, il n'y a pas de vie inutile, personne n'est de trop. Pouvez-vous nous dire combien de temps vous avez mis à rassembler ces images pour les présenter sur les 6 messes de la Galerie Vue? Je crois que ça a duré plusieurs années, en fait, votre pérégrination dans ces différents pays d'Afrique. Alors, pour la plupart de ces pays, c'était une commande d'Action contre la faim, pour la Somalie, Sierra Leone, Kinshasa. Et donc, c'est entre 2004 et 2007, il me semble. Mais je pense que la notion de temps, elle est toujours assez présente, étant donné que je ne travaille pas pour la presse, donc forcément, il n'y a pas de deadline. Il y a un moment donné, je fais les choses et puis elles s'inscrivent ou pas dans un livre. Voilà. Alors, je vais revenir sur la notion de temps que vous évoquez. La photographie a ce paradoxe, elle capte à jamais une scène inscrite dans le temps, alors qu'il s'agit d'un moment qui appartient déjà au passé. Les images floues qui ponctuent votre travail, ce parti pris esthétique, est-ce qu'il ne participe pas à rendre vos photos plus vivantes, de prolonger l'instant et de leur donner un caractère finalement plus intemporel? Je pense à la littérature et au silence, et au besoin de silence, relié pour moi à la beauté. Et c'est François Tcheng qui parle du sens. Il faut savoir que le sens, il a toujours été le point de départ de mon travail. Et il parle du sens comme une direction, il parle du sens comme un cheminement, une réalisation, une création. Je me sens très proche de ces mots. Et forcément, il y a un désir de ralentir le temps. Il y a la solitude dans l'editing, dans le laboratoire, dans le processus de création. Et que c'est cette question un peu obsessionnelle qui est qu'est-ce qui se passe au fond de nous, dans cette partie cachée, intime, invisible, mystérieuse. En fait, c'est ça qui motive toujours le choix aussi d'une image. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si... Et c'est encore relié à l'enfance, c'est comme si depuis toujours, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, on a un dialogue intérieur constant avec nous-mêmes. Et pour moi, j'avais la sensation que quelque chose se cachait derrière la vie réelle. Et j'avais la sensation que l'essentiel se trouvait sous la surface apparente des choses et des êtres. C'est pour ça justement que vous avez choisi stylistiquement de réaliser des images floues à certains, enfin puisqu'évidemment elles sont faites à dessin. Est-ce que c'est l'une de vos motivations pour J'ai pas choisi stylistiquement en fait. C'est pour ça que je parle de l'école Martenot si fortement. C'est que c'est venu complètement instinctivement et naturellement. Ouais. C'est-à-dire que du fait d'avoir fait du fusain, pour moi, le fusain, c'est la quintessence c'est brut, ça peut être précis, ça peut être flou, ça peut être... Enfin, je pense que ça vient de là. Donc, j'ai vraiment pas voulu... Oui, vous n'avez pas arrêté votre choix, effectivement, sur ces images. Elles se sont imposées plus à vous-même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas cherché à... La seule chose... À vous démarquer de cette non, façon-là. la seule chose que je cherche, c'est d'arriver comme je disais, à réussir à montrer quelque chose qui n'est pas apparent. À réussir à tout d'un coup, peut-être, alors ça je le dis là tout de suite, mais créer un trouble où les choses ne sont pas si évidentes. La tension, c'est une tension entre un monde où tout est évident, où tout le monde sait tout sur tout. Je dis pas... L'objectivité du photoreportage, justement, qu'on évoquait Non, tout à l'heure. non, mais j'évoque pas ça. Oui. Non, mais j'ai rien contre le photoreportage. J'évoque pas ça du tout. Je parlerais plutôt de ces choses qu'on ressent à l'école, enfant, quand on dit que tout est... Il y a ceux qui sont forts, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont beaux, ceux qui sont moches, c'est insupportable. Donc, forcément, il y a une nécessité de s'exprimer et de ne pas montrer une chose qui est précise. Laurence, on va revenir au temps, justement, puisque c'est une préoccupation qui vous tient à cœur. Vous avez fait une autre série qui s'intitule « Objets perdus » et qui date de 2006. Ce sont des objets que vous photographiez au Polaroid, un procédé qui était déjà à l'époque lui-même désuet. Des objets qui sont abandonnés, laissés pour compte. Et ce sont véritablement des portraits d'objets. Est-ce que cela ne nous ramène pas un peu au répertoire de la peinture ? Je pense notamment aux vanités, qui nous interrogent sur le caractère éphémère de toute chose. Et pour aller plus loin, est-ce que cela ne nous renvoie pas également à une question connexe d'actualité, qu'il était beaucoup moins au moment où vous avez fait cette série, celle de la consommation avec une croissance perpétuelle dans un monde aux ressources limitées ? Alors ce travail, je l'ai réalisé à un moment particulier où l'argentique commençait à disparaître, même si aujourd'hui il n'est pas totalement disparu, hein, mais il y a eu un moment un peu compliqué où à chaque fois que j'allais acheter du papier, on me disait « Ah ben non, c'est terminé, on n'en fera plus ». Et c'était un sentiment terrible un sentiment, on ne sait plus comment on va faire. Et ce travail, je l'ai fait à ce moment-là où je me demandais est-ce qu'il faut vivre et avancer sans se poser de questions, sans se préoccuper du passé, et puis accepter l'inéluctable, ou où il faut s'accrocher et puis avoir peur et puis ne pas se réinventer. Et en fait, mes objets perdus, pour moi, sont une mémoire des fragilités humaines, de ce qu'il reste lorsqu'il y a une disparition, un effacement. Et donc à l'époque, j'avais pas du tout envie de me mettre au numérique, et que la question fondamentale, elle est de savoir comment je vais trouver la solution par moi-même, comment je vais agir, comment je vais justement me réinventer, comment je vais me transformer, et comment à un moment donné, je vais prendre cette responsabilité pour pouvoir aller au-delà d'une difficulté. Ça a été ça, c'était cette période-là où... Il y a une image qui est presque... qui symboliquement est très, très riche, c'est ce petit carnet qui date des années 40, avec donc les 12 mois qui se trouvent à l'intérieur du carnet, et qui sont des pages vierges, en fait, où aucun rendez-vous n'a été pris. Oui, alors... ça c'est cet agenda datant des 1940, et c'est 12 carnets vierges. Puisqu'en fait, avec ces images, il y a du texte. Et donc, ben oui, ça, c'est l'objet qui est magnifique, qui est un petit carnet avec une... Relié en cuir, apparemment. C'est surtout la tranche qui est jolie. Il a une tranche qui est dans les... Maintenant, c'est un petit peu la mode, mais c'est une tranche qui est rouge. Et il est vide. Donc quand on tombe, quand on tombe sur ces objets, sur cet objet, forcément, les questions affluent. Et on imagine. Et par rapport à ma deuxième question, sur cette croissance perpétuelle dans un monde aux ressources limitées, en fait, vous n'étiez pas du tout sur cette thématique-là quand vous avez travaillé sur ces objets perdus. Est-ce que ça vous parle aujourd'hui ? Parce que dans vos images, il y a aussi une image d'un crayon qui est distribué dans un supermarché, donc l'objet, un peu le gadget, le goodie qui est offert certainement aux clients d'un magasin. Est-ce que c'est une thématique Si, bien sûr. qui vous touche, hein ? Si, bien sûr, évidemment, mais après c'est un petit peu galvaudé d'aller revendiquer. Enfin, pour moi c'est un peu galvaudé, c'est tellement évident qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas. Quand on voyage, évidemment qu'on se rend compte des différences et de l'injustice. Après, c'est toujours pareil,
c'est comment moi je reviens toujours au comportement personnel, c'est-à-dire comment on se débrouille soi-même avec ces questions-là. C'est pas facile, mais voilà, si on parle aujourd'hui du Covid et de toutes les conséquences, que ce soit au Cambodge sur le tourisme, bon, voilà, on, on peut dire beaucoup de choses, mais c'est très très complexe. Oui, et de C'est toute très très façon, c'est complexe. vrai. Donc je trouve que on est dans une société où il y a beaucoup, enfin c'est très facile de juger, c'est très facile de dire et tout ça. C'est tellement plus compliqué d'agir. Donc j'aime revenir toujours sur se dire, voilà, comment moi j'agis. Et plutôt que de commencer à regarder et de critiquer les autres. D'imposer un point de vue. Voilà, Ouais. essayer toujours de comprendre. C'est toujours cette question de dépasser la surface des choses. Hein. On en revient toujours là. Alors, comme vous avez fait énormément de vos photographies, de celles que l'on connaît en tout cas, à l'étranger, j'ai une phrase de Montaigne à vous soumettre. Montaigne qui disait à propos du voyage, « Je sais bien ce que je fuis, mais je ne sais pas ce que je cherche ». Est-ce qu'à plusieurs siècles de distance, cet aphorisme a une résonance dans votre travail ? Fuir, je pense pas fuir. Le monde, il se réduit pas à ma culture, il est vaste. On peut l'aborder par le cinéma, par la littérature, par les documentaires. Est-ce que c'est justement, puisque dans vos images, comme je le disais, il y en a beaucoup qui ont été réalisées à l'étranger, est-ce que c'est une question d'opportunité ? Vous avez eu l'occasion d'aller sillonner tous ces pays d'Afrique, vous avez eu l'occasion d'aller au Cambodge, ou c'était véritablement une recherche de votre part d'aller vers l'autre, de découvrir d'autres cultures, d'autres sociétés, d'autres mondes différents ? Rien ne remplace la confrontation avec le réel et l'autre réel. Donc, il y a une prise de risque, il y a un désir. Donc forcément, c'était pas une opportunité, c'était une volonté d'aller voir comment un enfant se confronte au monde autour de 7 ans, dans un pays qui a connu un génocide. Et à l'époque, j'étais déjà très consciente que l'enfant était lié au virtuel et aux écrans, mais je n'avais aucune envie de photographier des enfants face à des écrans. Et j'ai toujours pas envie de photographier des enfants face à des écrans. Donc forcément, j'allais en fait loin pour parler de choses qui sont des problématiques d'ici. Mais j'aime assez prendre un peu de distance pour finalement revenir. Et puis, c'est vrai aussi que j'ai photographié en France, mais ce sont des images qui sont pas visibles parce que c'est souvent des photographies qui ont été faites dans des ateliers pédagogiques, auprès de personnes en difficulté, avec des associations. Donc vous répondiez à des commandes peut-être ? Ce sont des ateliers, où on me propose, et moi je dis oui. Par exemple, j'ai travaillé avec des handicapés moteurs, des images existent, il y a le résultat qui existe, un petit livre, mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément diffuser des photographies comme celle-là, tout simplement par rapport au respect des gens et des droits, mais même si elles ne sont pas plus différentes que d'autres photographies, mais il y a une attention à porter, et je pense qu'un jour, ces photos peuvent très bien être en tout cas, certains portraits pourront être dans un livre. Oui, non. Mais c'est sûr que, en fait, pour répondre à votre question, après, ce qui m'intéresse, si je cherche quelque chose, c'est une image où le silence a sa place. C'est une extrême concision, c'est une épure, et quelque part, c'est mettre en valeur une perte. Si je pouvais résumer ce que je cherche. Pour revenir à des préoccupations plus pragmatiques, cette fois vous avez été lauréate de la Villa Médicis-Hors-les-Murs en 2000, vous avez obtenu le prix HSBC pour la photographie en 2003, le prix Niepce en 2016. Sachant que les commandes se font rares et que les photographes sont de plus en plus nombreux, les créateurs de prix deviennent-ils selon vous de nouveaux commanditaires ? Et dans quelle mesure ces distinctions ouvrent-elles des portes aux photographes dans votre expérience personnelle, par exemple ?
La Villa Médicis, hors les murs, elle m'a permis de produire une partie du travail. Le prix HSBC a permis à ce que la totalité du travail soit vue, puisque je l'avais déjà exposé. Et je pense qu'on connaît toujours quelques images. C'est difficile d'avoir une vision globale sur un travail. Et puis après, le prix Niepce, j'ai pu réaliser cet objet d'artiste sur les figurines. Donc tout ça, c'est très positif et j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Après, je ne suis pas quelqu'un qui court au prix ou au dossier, parce que je trouve ça extrêmement difficile à faire. Il faut écrire. Et c'est chronophage. C'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il faut sentir d'abord qu'on a quelque chose qui tient un peu la route. Et après, quand on a ce sentiment-là, le travail, on ne sait jamais si on va y arriver. C'est vrai que je fais tout toute seule, donc c'est pas si simple et c'est pas quelque chose je cours pas après. Mais après, c'est vrai que c'est aussi, dans le monde de la photographie, c'est une chance en tout cas d'avoir la possibilité de faire des dossiers. Donc quand je le sens, je le fais. Maintenant, voilà, et les collectionneurs aussi soutiennent beaucoup. J'ai une collectionneuse qui me soutient depuis des années. Voilà, les ateliers pédagogiques, on essaye tous, on fait notre petite cuisine et on essaye de tirer les fils comme on peut. Laurence, justement, par rapport à vos images, puisqu'on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez une actualité à la rentrée? Est-ce qu'on pourra voir votre travail Normalement, je fais partie d'une exposition collective à la galerie Baudouin-Le-Bon sur le portrait. Et ça sera à Clairefontaine, pas dans l'espace à Paris. D'accord. C'est un hommage à Christian Courrèges. Et donc je vais présenter la série des figurines en grand. Donc il y aura 40 photographies. Et puis 40 photographies sur une cinquantaine que vous avez réalisées au total? Oui, une sélection de 40 sur 53, je crois. Et puis, après, au Grand Palais en novembre, donc je fais partie d'une exposition qui s'appelle Le Noir et Blanc, une esthétique de la photographie, à partir des collections de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Donc ça, c'est du 12 novembre au 4 janvier. Et quelles sont les images, justement, qui ont été retenues pour cette exposition? Je ne suis pas certaine, je pense qu'il y en a une. C'est des images qui sont dans le fond de la BNF. Hein. Voilà. D'accord. Et je pense que c'est l'image qui s'appelle Le Petit Prince et qui est la couverture du livre des enfants. Et puis, normalement, il y a une conférence aussi, une rencontre le 25 novembre à 18h30 à l'auditorium du Grand Palais. Tout ça, si... Sous réserve. On dira sous réserve en fonction des temps que nous vivrons à ce moment-là. Alors, avant de nous quitter, Laurence, vous avez amené une image avec vous et j'aimerais justement que vous nous racontiez un peu cette image si vous le voulez bien. Cette photographie est une photographie en noir et blanc. Elle est de format carré. Je l'ai prise à Cuba. On y voit au centre une femme habillée tout en blanc, de profil, qui regarde vers la droite. C'est une image très théâtrale. On a l'impression que le décor a été mis en place pour un spectacle. Dans le fond, à la droite de cette femme, on a une découpe de porte et une lumière qui frise le sol. Alors moi, je sais que cette femme, elle attend le bus. Il est tard, c'est la nuit. Et c'est une rue qui borde le Malecón à Cuba. La mer n'est pas loin. Et se dégage une très grande dignité. Elle tend le bras. Elle a un sac plastique à la main. Et on ne sait pas combien de temps elle va attendre. Je crois d'ailleurs qu'elle essaye de faire du stop. Peu de voitures circulent. Pas très loin, sur le Malecón, à ce moment-là, il y a une fête avec de la musique, des gens qui dansent, de la boisson. Et cette femme, elle est comme un personnage incroyable qui montre une très grande dignité et un très grand pouvoir
intérieure évidemment. Eh bien, nous nous quittons donc sur cette image habitée à 2 pas du Malécon. Merci beaucoup, Laurence Leblanc, d'avoir partagé avec nous cette heure pour le podcast de l'œil écoute.